Bien, bonjour à tous. Donc, j'espère que vous allez bien. Ce midi, on accueille pour le webinaire de la CIRTA Azonette Patineau. Donc, bienvenue Azonette à ce webinaire de la CIRTA qui va nous présenter le, le webinaire sur un modèle d'intégration des jeux numériques pour l'apprentissage. Azonette, elle est présentement doctorante en technologie éducative à l'Université Laval. Et évidemment, ses projets de recherche présentement sont pas mal tournés vers les jeux sérieux. Le fonctionnement est assez simple, c'est-à-dire qu'elle va nous présenter pendant à peu près 20-25 minutes sa thématique sur les jeux numériques et son intégration pédagogique. Et par la suite, nous pourrons évidemment faire des échanges et on pourra aussi discuter. Vous pourrez activer votre micro et votre caméra qui, en principe, si le diaporama est toujours actif. Vous allez apparaître sous forme de vignette. Donc, quand vous parlez, évidemment, c'est la vignette de la personne qui parle qui est activée. Donc, sans plus tarder, je vais inviter Azonette à présenter. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je profite pour dire un grand merci pour l'invitation à participer à ce webinaire. Merci à Alan Stokles, aussi Caroline Fatou et Patrick Plante qui m'ont invité. Et merci à vous tous d'être là, présentes virtuellement pour ce webinaire intitulé Vers un modèle d'intégration pédagogique des jeux numériques pour l'apprentissage. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est juste confirmé? En tout cas, moi, je t'entends très bien. Donc, Parfait, OK. et c'est ce que j'allais dire. Si vous avez des interventions aussi, vous pouvez utiliser Converser. Si vous ne voyez pas la barre d'outils, vous déplacez votre souris vers le bas et on va voir apparaître le menu et dont l'icône Converser. C'est ça. Mais merci beaucoup. Donc, et voilà, c'est à vous. D'accord, merci. Donc, bon, voilà, aujourd'hui, je commence un peu par me présenter. Donc, comme Alain disait tantôt, je suis doctorante en technologie éducative à l'Université Laval. J'ai aussi exercé fonction comme auxiliaire de recherche dans les projets Code Créatique sous la direction de Margarida Romero. Je suis boursière du Conseil national des sciences et technologies du Mexique et plus récemment de NUTAX. On a reçu une subvention NUTAX Accélération pour mener des recherches sur les jeux numériques, notamment la conception de jeux numériques pour l'apprentissage du français et langue d'enseignement chez Pédagosoft, une start-up ici à Québec, une entreprise qui commence dans le développement de technologies pour l'éducation. À la base, mon bac, ma formation, c'était en linguistique et j'ai eu l'occasion d'être enseignante des langues étrangères, beaucoup plus français, anglais, espagnol, un peu en France, au Mexique et récemment ici à Québec. Et, donc, lors de ma pratique professionnelle, je me suis toujours intéressée à l'usage de jeux, et tout type. Maintenant, pendant mes études doctorales, je me suis penchée beaucoup plus sur les jeux numériques, notamment les jeux sérieux éducatifs. Mais ce qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est l'usage pédagogique des jeux numériques en contexte scolaire pour l'apprentissage. Donc aujourd'hui, je vais parler un peu de ça. Et je vais commencer juste avec quelques constats. Moi, je suis toujours partant pour les jeux. J'ai utilisé des jeux numériques. J'ai appris des choses en jouant et je pense qu'ils sont très utiles. Mais dans la littérature scientifique, nous, on peut dire que les jeux numériques peuvent apporter une valeur ajoutée à l'expérience d'apprentissage, notamment augmenter la motivation de l'engagement des apprenants, augmenter la capacité d'attention et aussi pour favoriser l'atteinte d'objectifs pédagogiques. Par exemple, pour le développement des compétences et l'acquisition des connaissances.
je m'excuse un peu, je suis un peu enrhumée, donc j'espère ne pas être trop nasale ou parler trop vite ou lentement. On verra. Bon, dans la littérature scientifique, euh, on, quand on fait un doctorat en technologie éducative, on fait beaucoup de revues littérature. On se renseigne beaucoup, bien sûr, sur tout le, bon, toutes les études qui existent normalement sur les sujets à l'étude. Et ici, je peux dire que j'ai identifié comme 3 sujets de recherche, 3 axes de recherche en général. Et ce qui concerne la conception, la création et le développement de jeux numériques. Il y a aussi l'analyse, évaluation ou la sélection de jeux numériques et ce qui serait l'intégration pédagogique des jeux numériques. La première partie concerne beaucoup de développeurs, des informaticiens, genre dans des domaines de computer science, qui se sentent à créer des modèles pour concevoir, pour faire du design pédagogique de jeux qui est, peut soutenir l'apprentissage et atteindre des objectifs spécifiques particuliers. Le deuxième volet, c'est des sélections et évaluations des jeux numériques, c'est-à-dire, normalement, ils donnent des pistes à suivre, des phases, des étapes, et même des concepts qu'on peut suivre pour évaluer le potentiel pédagogique des jeux numériques existants, jeux sérieux ou jeux même à titre commercial, et évaluer le potentiel pédagogique des jeux pour ensuite les utiliser en contexte scolaire. Et une troisième, c'est ce qui concerne l'intégration pédagogique des jeux numériques. Donc, il y a comme ces 3 volets. La majorité d'études pourraient être associées à une ou deux de ces catégories. Mais ce qu'on apprend aussi, qu'on retrouve dans la littérature, ce qui a été noté par plusieurs auteurs, c'est que la majorité d'études se penchent sur la relation entre les jeux numériques et l'apprentissage, sont menées avec une approche quasi expérimentale. Donc, c'est-à-dire, la majorité du temps, il y a un groupe expérimental, un groupe contrôle, où on utilise un jeu et une autre situation où on ne l'utilise pas. Et normalement, on compare les résultats sur des tests où on évalue pour faire une comparaison entre les 2 groupes. Donc, c'est-à-dire la majorité d'études se centrent, il y a cette tendance à valider la place des jeux numériques en salle de classe, en contexte scolaire. C'est comme si on essaye de dire oui, c'est utile et on devrait l'utiliser. C'est-à-dire qu'il y a peu d'études vraiment qui se centrent sur les modalités d'intégration pédagogique les plus efficaces en contexte scolaire. Et bon, là, c'est vraiment dommage, mais il y a quand même quelques études, mais il faut d'après moi, il faudrait encore revoir tout ça. Parmi les études, les modèles notamment qui existent d'intégration pédagogique des jeux numériques, aujourd'hui, je vais aborder 4 parce que ce sont des modèles qui se centrent sur l'intégration des jeux numériques pour l'apprentissage. Il y a notamment le modèle Picard, Ghana, CEPAGE et AGE, dont je vais parler ensuite. Alors, le modèle Picard, ça a été proposé par Foster et Shah dans diverses publications. C'est un modèle qui se centre sur 4 phases. En anglais, c'est Play, Curricular Activity, Reflection and Discussion. C'est un modèle un modèle qui vise l'intégration des jeux numériques dans le sens d'un apprentissage qui est vraiment centré sur l'étudiant, mais basé sur les jeux totalement. Et dans ce modèle, normalement, il propose 4 phases. Donc, c'est-à-dire qu'une séance, un cours, commence par une séance de jeu livre où l'enseignant, normalement, observe les apprenants, il peut guider un peu, voir comment ça se passe, gérer un peu la séance sans trop intervenir, sans modifier le parcours des étudiants, sans dire que faire exactement.
Ensuite, il y a une activité de type curriculaire, comme il l'appelle, mais ce sont des activités de type problem or case-based learning qui servent à lier l'expérience de jeu qu'ils ont eue avec les objectifs d'apprentissage. Et ils sont menés des études dans des écoles aux États-Unis où il y avait différents professeurs normalement qui ont utilisé les modèles dans leurs cours. Et ici, chaque enseignant faisait différent. Il y avait des enseignants qui utilisaient des présentations PowerPoint, des diaporamas sur PowerPoint pour ajouter des choses, d'autres qui ajoutaient d'autres types d'activités plus, on va dire, scolaires, pour lier ça, et lier, comme je dis, l'activité de jeu avec les programmes, les objectifs éducatifs. Ensuite, il y avait la troisième phase, c'est la phase de réflexion. Alors, cette phase de réflexion, c'était comme un type de discussion où tout le monde était il y avait aussi les chercheurs, les enseignants, les apprenants. Et c'était genre une séance de questions. Les étudiants étaient invités à répondre des questions pour inciter la réflexion sur comment les connaissances académiques ont servi pour avancer dans les jeux. Et finalement, il y avait une discussion dirigée par les enseignants et des fois les chercheurs, et qui visait à faire comprendre les apprenants sur l'importance de euh, comment les jeux peuvent influencer la vie quotidienne, mais aussi la vie académique. Donc, c'est-à-dire comment ils peuvent apprendre par les jeux. Donc, ce modèle est un modèle très intéressant qui est vraiment centré sur les jeux, parce que l'activité principale, c'est les jeux et toutes les activités qui viennent ensuite sont liées ou sont comme ancrées à la partie du jeu, à la séance de jeu, l'activité de jeu qu'elle est. Donc, pour utiliser ces modèles, normalement, il faut un jeu sérieux éducatif avec des caractéristiques particulières très précises permettant d'atteindre les objectifs d'apprentissage. Ce qui est des fois compliqué parce que c'est vrai qu'il existe des jeux sérieux ou des jeux sérieux éducatifs qui sont très bien conçus pour atteindre des objectifs pédagogiques dans les programmes d'études, mais c'est vrai que ce n'est pas tous les temps. Donc là, ça pourrait être considéré aussi comme mm, un défi, on va dire, de trouver un jeu qui pourrait être vraiment utilisé avec ces modèles. Et, et bon, il faut préparer bien sûr les activités curriculaires, des réflexions, des discussions, toujours en fonction de l'activité du jeu. Le deuxième modèle, c'est le modèle Ghana, qui est aussi proposé par le même auteur, Shaw et Foster, mais c'est un modèle plus complet dans le sens où le modèle Ghana inclut le modèle PICAR que je viens de mentionner, mais aussi TPAC et CITI. Le modèle Ghana se centre seulement sur la partie d'intégration, la mise en scène, l'implémentation des jeux numériques en contexte scolaire. Alors que le modèle Ghana, ça inclut d'autres choses. Ça inclut aussi l'analyse du potentiel pédagogique des jeux numériques pour pouvoir les intégrer dans un contexte scolaire précis. C'est ainsi que ça inclut TPAC, c'est un modèle aussi proposé par les mêmes auteurs. C'est ça que ça sert à analyser le potentiel pédagogique selon les contextes particuliers des classes. PICAR, que je viens de mentionner, c'est pour intégrer les jeux numériques selon les programmes d'études. Et CITE, c'est aussi un modèle qui est décrit dans les travaux de ces auteurs pour considérer les conditions sociales, pédagogiques et technologiques lors de l'intégration des jeux numériques. Et là, ça implique aussi ce qui va être nécessaire. S'il y a assez d'ordinateurs à l'école, s'il y a le soutien du personnel administratif et beaucoup d'autres choses. Donc, le modèle Ghana est très complet, très intéressant. Mais c'est centré sur cette idée
un apprentissage où ils font un jeu sérieux, normalement un jeu sérieux éducatif très complet qui est vraiment aligné avec les objectifs pédagogiques qu'on cherche. Donc, il s'avère compliqué d'utiliser un jeu, à titre commercial détourné vers, pour faire apprendre des objectifs pédagogiques particuliers parce que là, ça va prendre beaucoup plus de matériel à adapter, hem, ça prend vraiment un jeu qui est beaucoup plus aligné avec les programmes d'études. Je vais parler aussi du modèle CEPAGE et le modèle CEPAGE a été proposé par Alvarez. C'est un modèle intéressant qui a vu le jour parce qu'Alvarez, ce qu'il voulait faire, c'était d'identifier les types d'accompagnement d'un formateur lorsqu'il utilise un jeu numérique comme médiation dans son cours. Donc lui, il s'est basé sur De Freitas et al., un autre auteur qui a proposé un modèle de 4 dimensions sur les aspects à considérer lorsque quelqu'un évalue une situation un scénario d'utilisation de jeux numériques. Hem et puis il a ajouté d'autres dimensions qu'il trouve intéressantes, qui sont à considérer lorsqu'on veut utiliser un jeu numérique comme médiation pour l'apprentissage. Alors lui, il parle des concepts culture du jeu, des compétences à jouer et les plus importants, il nous parle des étapes clés. Lorsqu'on parle des cultures du jeu, il fait référence à toutes ces attitudes, perceptions qu'on a par rapport au jeu. Donc, c'est-à-dire s'il y a un formateur, comme il l'appelle, ou enseignant, on pourrait se dire. Hem oui, si par exemple, un formateur pense que le jeu pourrait être utilisé dans telle ou telle manière, c'est qu'il perçoit certaines affordances dans les jeux et des contraintes spécifiques et ça va limiter un peu la façon dans laquelle il va intégrer les jeux numériques en classe et ça va être semblable pour les apprenants. Si les joueurs ont certaines préférences pour des jeux ou certaines appréhensions, parce qu'il y a quand même d'apprenants qui veut pas pense que le jeu, c'est vraiment quelque chose pour le divertissement, mais il veut pas vraiment le voir dans un contexte scolaire, surtout s'il sert à des objectifs pédagogiques. Et là aussi, ça pourrait aussi influencer comment se passe une intégration du jeu, un usage du jeu en classe. Donc, tout ça, et c'est comme des aspects qu'il faut considérer au moment d'intégrer un jeu, de préparer l'intégration. Il y a aussi la compétence à jouer et comment ça peut jouer vraiment en faveur heu, ou contre l'atteinte d'objectifs pédagogiques. Surtout parce que normalement dans les classes, il se peut qu'il va y avoir des étudiants qui sont plus doués à jouer et d'autres qui ont des compétences un peu plus élémentaires à jouer. Même les professeurs, ils pourraient avoir des enseignantes ou des formateurs qui sont vraiment des experts à jouer, certains jeux et d'autres qui ne les connaissent pas trop et là, ça va aussi avoir un impact sur la façon dans laquelle les jeux va être intégrés. Bon, par rapport au contexte, le type de jeu et cetera, il fait aussi des remarques que vous pourrez voir dans l'image qui est présentée ici. Mais ce que je trouve le plus intéressant dans ces modèles, ce que Alvarez propose des étapes clés au moment d'utiliser le jeu. Pour lui, il faut toujours avoir une phase d'introduction dans laquelle il explique vraiment comment, ce qu'il attend, les attentes, les objectifs de ce qui devrait se passer. Puis il y a le déroulement, c'est le moment où il fait l'accompagnement du jeu. Ça peut impliquer euh, le fait que le formateur pourrait jouer ou pas. Il pourrait faire partie du jeu ou pas, ça dépend toujours de la situation, mais c'est quelque chose à prévoir selon les contextes. Et finalement, une debriefing, une étape de debriefing
un peu semblable à ce qu'on parle dans les modèles Picard, où il faut dire, bon, on a utilisé ce jeu, qu'est-ce que vous avez appris? Un peu comme des questions, mais pas nécessairement des questions seulement. Oui, ça pourrait être exploité de formes différentes. Bon, donc en général, si c'est un modèle intéressant, beaucoup plus centré sur l'enseignant et comment accompagner l'enseignant à préparer son cours en vue d'une utilisation d'un jeu numérique comme médiateur dans un cours. Et le quatrième modèle que je présente aujourd'hui, c'est le modèle AGE proposé par Romero. Ce modèle est un modèle complexe qui se centre notamment sur la conception de jeux numériques, mais aussi ça touche aussi l'aspect d'intégration. Donc dans ce modèle, il y a 4 perspectives. La première perspective, c'est celle de l'apprentissage. Et il y a 5 phases. La phase d'analyse du contexte et de l'apprenant, de la conception et développement du jeu, de l'intégration pédagogique sur laquelle on va se centrer notamment sur ça, et aussi sur l'activité du jeu et l'expérience. Ici, normalement, on va se centrer sur la perspective d'apprentissage. Comme je dis, là, c'est un modèle qui, normalement, c'est centré sur la conception d'un jeu numérique, son intégration, son utilisation, mais que ça peut servir aussi pour évaluer un jeu numérique. Si vous vous centrez ici sur la troisième phase, au milieu, quand on parle de l'intégration pédagogique, s'il s'agit d'un jeu sérieux existant ou un jeu numérique pour l'apprentissage, il faudrait seulement adapter des objectifs et les mécaniques de jeu d'apprentissage du jeu numérique au niveau de la situation d'apprentissage et d'évaluation pour pouvoir l'intégrer, c'est-à-dire l'utiliser et que l'activité de jeu puisse avoir lieu. Alors, ceci veut dire que ce n'est pas seulement comme dans les modèles Picard, où on commence avec une séance de jeu et puis toutes les activités sont liées seulement à l'activité de jeu. Mais ici, les jeux, un ou plusieurs jeux en fait, pourraient être utilisés tout au long d'une situation d'apprentissage et d'évaluation. Quand vous laissez une situation d'apprentissage et d'évaluation, il y a 3 phases. La phase de préparation, où il faut normalement présenter la problématique, activer les connaissances antérieures, faire des liens, préciser la production d'attendus, clarifier les objectifs, etc. La phase de réalisation, où il faut accompagner l'élève dans la réalisation des tâches prévues préalablement par l'enseignante. Et il y a aussi quand même des activités d'apprentissage et d'évaluation. Et finalement, la phase d'intégration, qui comprend la synthèse des apprentissages réalisés, la reconnaissance, d'autres situations dans lesquelles toutes les nouvelles connaissances pourraient être appliquées, etc. Bon. Tout ceci, je le mentionne ici à nouveau, juste pour expliquer que les jeux pourraient être utilisés à différents moments, mais ça va toujours être nécessaire pour un enseignant ou un formateur de préparer son cours selon son contexte et pouvoir l'intégrer à différents moments. Quand je parle de jeux numériques pour l'apprentissage, ici, je fais référence à des jeux à titre commercial qui sont détournés à des fins pédagogiques. Je parle aussi de jeux sérieux et de jeux sérieux éducatifs et de jeux physico-numériques et plateformes ludifiées. Comme exemple, ici, je peux dire un jeu physico-numérique, ça serait un trivia vrai ou faux, par exemple, qui pourrait être très simple sur la plateforme Scratch, où on pourrait programmer
pour utiliser un Makey-Make. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé, on m'a parlé ça tantôt, avec le Makey-Make, où on pourrait créer des boutons avec la pâte à modeler rouge et la pâte à modeler verte pour que les étudiants puissent physiquement vraiment toucher un bouton ou quelque chose euh, physique de concret au lieu de seulement un ordinateur lorsqu'il veut répondre par équipe, par exemple, ou plusieurs euh, pour jouer des trivia, vrai ou faux, et pouvoir évaluer des connaissances déclaratives, par exemple. Là, ce serait un exemple d'un jeu physico-numérique qui pourrait être intégré de différentes façons. Là, c'est juste un petit exemple. Aussi, un jeu sur une plateforme ludifiée, ça serait par exemple utiliser Kahoot. Si vous pensez Kahoot n'est pas nécessairement un jeu, c'est beaucoup plus une plateforme ludifiée qui sert à créer de dynamiques différentes, mais ça pourrait être aussi un jeu de questions-réponses, même des sondages et d'autres choses. Mais dans ce cas précis, on pourrait faire un jeu des questions-réponses et qui pourrait servir à activer des connaissances antérieures, mais aussi pour présenter un thème. Tout va dépendre de la créativité des, de l'enseignant, du formateur aussi, pour savoir comment l'utiliser ou le détourner. Lorsqu'on parle de la phase de planification ou déroulement, pourquoi pas, dans une euh, situation d'apprentissage et d'évaluation. Ceci, c'est un autre exemple intéressant. Lors de... Excusez-moi. Je ne sais pas si vous connaissez les jeux Heyday. Ça ressemble un peu Farmville. Il y a des personnes qui utilisent les jeux Heyday pour faire apprendre des notions dans la gestion, de l'administration d'entreprise. Mais ce jeu en particulier, j'ai vu comme dans le cadre des recherches que j'ai menées au Mexique, dans un stage de recherche, j'ai vu comment un professeur l'utilisait pour apprendre des concepts comme la pollination, les cultures, les temps de germination, les temps de production. Ici, il faut gérer une farm et faire, il faut s'aimer, par exemple, doubler de différentes cultures et gérer un peu différents aspects là-bas. Et dans le cadre de cours où j'ai eu l'occasion de participer, d'observer cette intégration, et le professeur a laissé l'enseignante a donné un temps de jeu dans des tablettes, notamment des iPads, pendant environ 20 ou 30 minutes. Là, c'était aux étudiants de 10 ans à peu près. 10 ou 100 normalement. Donc, ils ont pu jouer 20 ou 30 minutes. Ensuite, ils ont travaillé des choses, ils ont abordé les sujets, les aspects curriculaires dans les livres de textes, donnés normalement selon les programmes d'études par le gouvernement. Et le plus intéressant, c'est une activité du type ancrage qu'il a fait, c'est qu'il a demandé aux apprenants de rédiger un peu comment ils pourraient améliorer les jeux pour que tous les aspects dans les jeux tels qu'ils sont soient plus adaptés pour expliquer les concepts de pollination, les temps de germination et de production. Donc, au début, il a fait évaluer comment ça se passe. Parce que dans les jeux, il faut normalement semer du blé, semer des fraises, des citrouilles, etc., des avocats. Et il y a aussi la vente de fleurs qui permet qu'il y ait des pollinisateurs, donc des abeilles, des papillons, etc. Et c'était vraiment intéressant comment les étudiants ont proposé des choses comme ajouter, faire que les semences produisent plus de fruits, plus de légumes
s'ils sont à côté des fleurs qui amènent beaucoup plus de pollinisateurs. Donc là, c'était une des parties intéressantes. C'est vrai que ça a été seulement pour quelques étudiants, on pourrait dire quelques-uns qui ont eu un peu l'esprit critique comme un peu plus éveillé. Mais il y a quand même des aspects qui peuvent arriver, qui pourraient être exploités selon les contextes de classe. Donc ici, il faut bien connaître normalement les apprenants pour pouvoir exploiter et même adapter les différentes activités complémentaires qu'on met en place lorsqu'on intègre des jeux numériques. Bon, ici, c'était juste un autre exemple avec un jeu sérieux éducatif, moi, je dirais, c'est le jeu Trace Effect. C'est un jeu pour apprendre l'anglais, langue étrangère, qui a été développé par le gouvernement des États-Unis. Je crois que c'était en 2011. Là, c'est un jeu que moi, j'ai fait un stage de recherche pour 4 ans avec le même professeur. Je travaillais avec lui 1 mois par année. Et éventuellement, il a utilisé le jeu chaque année de façon différente. La deuxième année qu'on a utilisé les mêmes jeux avec avec des classes différentes. Et c'était à peu près comme ça. Et normalement, il a travaillé des concepts dans un groupe d'anglais élémentaire. Puis, bon, avec des devoirs et différentes activités. Et il a utilisé le jeu beaucoup plus dans la phase d'intégration. Parce qu'il pensait que ça serait plus utile pour ces étudiants de voir comment mettre en pratique, on pourrait dire en pratique, tout ce qu'ils avaient appris par correspondant qui font relation, c'était un cours d'anglais, et ils pourraient le mettre en pratique. Moi, je dis en pratique parce que le jeu, c'est pas vraiment collaboratif où on parle avec d'autres personnes. C'est beaucoup plus des NPC, non-player characters, mais qui simulent une interaction et où la communication la plus efficace qui arrive à argumenter dans des sections particulières, ou bien à convaincre, ou bien à obtenir des informations de la façon la plus polie possible. Et normalement, c'est ça qui donnait le plus de points. Donc, c'était un peu aligné à ça. Et donc, comme je dis, le professeur ici a trouvé que là, c'était vraiment utile de le voir à la fin. Et il a demandé même de faire un rapport de ce qu'ils ont fait, bon, après avoir joué, de ce qu'ils ont vraiment appris. Donc ici, il y a eu une utilisation, un usage du jeu, après avoir visité des activités curriculaires beaucoup plus académiques, on va se dire. Mais il y a eu aussi une sorte de séance de briefing, de discussion où on a abordé comment toutes les connaissances comment ils ont fait usage des connaissances grammaticales pour obtenir plus de points dans la séance de jeu. Et donc là, c'était aussi une autre façon de l'intégrer qui était intéressante. Un autre jeu, ah oui, là, c'était, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Champlain à 1603. Un jeu très subtil et moi, je le trouve très intéressant. Il y a beaucoup de professeurs à Québec qui l'utilisent normalement pour soutenir l'apprentissage en histoire. J'ai eu l'occasion d'observer un professeur dans une école privée à Lévis, comment il utilisait les jeux. C'était vraiment intéressant. Dans une de ses classes, il a utilisé ce jeu au début et à la fin bon, dans les phases d'une situation d'apprentissage et d'évaluation. Au début, c'était juste comme une séance de jeu livre, à peu près comme dans les modèles Picard.
Éventuellement, ils ont fait des activités curriculaires, de lecture dans les livres, d'autres activités. Et comme activité d'intégration, ils ont joué, encore une fois, pour, bon, encore une fois, mais le plus intéressant, c'est que la 12e fois quand ils ont joué, il a demandé de remplir, une sorte de rapport ou d'essai où ils pouvaient aussi, faire des critiques dans les jeux, mais beaucoup plus, de dire comment toutes ces informations pour on peut le faire progresser ou avancer dans les jeux, à nouveau. Donc c'est-à-dire, les étudiants ici, ils ont eu l'occasion de une fois qu'ils connaissaient des informations dans provenant des documents historiques, ils ont une approche différente au jeu. Hem, Ils pouvaient beaucoup plus, bon, pas seulement être dans les contextes, mais il avait aussi un esprit critique. Il pourrait dire: «Oh mais ça se passe vraiment comme ça» ou il faudrait peut-être ajouter hem des aspects précis selon les informations qu'ils savaient consulter. Ça les incitait beaucoup à chercher plus de données sur des documents historiques. C'était vraiment un jeu intéressant qui a vraiment, on pouvait vraiment apercevoir une différence entre les deux sciences et comment ça permettait vraiment bon, de faire un résumé, de mieux comprendre à peu près des aspects historiques et culturels, à l'époque. Et bon, je pourrais parler beaucoup mais on pourrait parler tantôt. Hem, En résumé, lorsqu'on parle d'intégration, on est encore en train de, améliorer toutes les types d'intégration pédagogique de jeux numériques pour trouver lesquels sont les plus efficaces selon les objectifs pédagogiques. Encore, de work in progress. On est dans une phase, d'observation, des différents types d'intégration et des mesures, beaucoup plus avec une approche quali pour l'instant. Mais ce on peut souligner, c'est que normalement ça dépend beaucoup de l'enseignant ou du formateur ou le professionnel de l'éducation. Et les modèles que je mentionnais précédemment sont intéressants parce qu'ils soulèvent des points intéressants, comme la culture du jeu. Ça influence vraiment beaucoup aussi la partie, non seulement l'étudiant, mais aussi des enseignants, des formateurs, pour voir s'ils sont vraiment une ouverture d'esprit ou pas, pas seulement à l'usage du jeu numérique en classe, mais aussi la façon de les intégrer. Aussi, il faut toujours considérer, bien sûr, les objectifs pédagogiques, comment les aligner selon les contextes et la façon dans laquelle l'enseignant et les professionnels en éducation peuvent faire en sorte que tout ça marche. Il y a beaucoup de créativité. C'est vraiment une compétence du 21e siècle qui est très important chez les enseignants, chez les formateurs. Parce qu'ici, on est... Bon, j'essaie seulement de présenter un peu des différentes façons d'exploiter l'usage des jeux numériques. Mais en réalité, ça dépend beaucoup des enseignants. Il y a des enseignants qui sont vraiment très créatifs sur comment les utiliser, comment les adapter selon les contextes, leur contexte de classe. Et là, bon, c'est sûr que les phases d'implémentation, les phases d'intégration sont importantes, surtout parce qu'il faut préparer le matériel complémentaires appropriés, à nouveau, selon les contextes, selon les jeux, et tout dépend de l'enseignant. Et c'est lui qui accompagne les étudiants lors du processus et qui peut vraiment se rendre compte lors de l'évaluation formative s'il y a des ajustements à faire et de proposer d'activités d'enseignement ou d'évaluation euh, s'il y a des modifications à faire, s'il y a des choses qui manquent à faire, etc. Donc, c'est sûr que le rôle de l'enseignant est très important et tous ces aspects sont à considérer.
Et j'ai intitulé cette présentation vers un modèle d'intégration pédagogique parce que ce qui existe maintenant, c'est vraiment très bien, mais je pense que ça pourrait développer encore. Donc, comme j'ai dit, c'est du work in progress. On est encore en train de travailler sur ça pour les rendre plus spécifiques. Et je serais vraiment contente si vous avez des commentaires, des propositions à faire, des critiques. Et, et bon, si vous avez besoin de précisions, parce que là, ça va vraiment nous aider beaucoup. Donc, ici, je présente un peu bon, les références principales qui ont été mentionnées. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis à l'écoute de vos commentaires, critiques, questions, etc. Eh bien, merci beaucoup, Azonette, pour cette présentation. Je vais inviter les participants si ils ont des questions, des éclaircissements et même, comme Azonette disait, des propositions aussi par rapport à la présentation. Vous pouvez simplement activer votre micro. Écoutez, moi, de mon côté, j'irai par une question un peu d'éclaircissement, c'est-à-dire que on tend vers un modèle, donc on va aller tester un modèle dans un contexte réel d'intégration pédagogique des jeux numériques pour l'apprentissage. Je me demande, Azénette, jusqu'à quel point on pourrait distinguer justement ces modèles-là d'intégration d'une démarche de design pédagogique, à la limite d'un modèle de design pédagogique qui est déjà existant et qui comprend à quelques différences près, mais en tout cas de façon générale, les différentes étapes aussi qui ont été présentées. Mhm. Bon, c'est très semblable d'un côté dans les designs pédagogiques. Et la différence, c'est que peut-être il y aura toujours des jeux qui sont euh, des nouveaux jeux qui vont apparaître, des nouveaux techniques. Euh, mais je suppose que ça serait beaucoup plus pour mieux guider l'accompagnement. Et parce que oui, c'est vrai que c'est très lié au design pédagogique, ouais. Et, parce que quand même, un modèle doit rester pas générique, dire, mais ça devrait permettre quand même une marge de manœuvre pour pouvoir implémenter. Donc moi, je dirais oui, ça ressemble, c'est vraiment lié au design pédagogique. Je ne l'avais pas pensé comme ça, mais oui, c'est vrai, ça va être intéressant. En fait, l'idée, c'est surtout d'alimenter la réflexion par rapport Oui, à l'élaboration d'un modèle. Puis je me demande oui, jusqu'à quel oui, point on ne pourrait pas prendre une démarche de design pédagogique justement pour, parce que oui, bon, je pense que c'est dès le début des années 2000, Gustafsson et Branch ont déjà inventorié, je pense que c'était 150 modèles euh, d'adaptation du modèle à vie déjà. oui. Donc, on voit ça souvent, des adaptations de modèles, puis je me demande jusqu'à quel point on pourrait justement partir de quelque chose qui est déjà existant pour pouvoir peut-être avoir une certaine base là, par la suite. Oui, non, c'est intéressant. En fait, je viens de l'écrire parce que ça, ouais, ça va vraiment inciter à la réflexion. Ça me fait penser déjà à des choses à améliorer dans la proposition qu'on est en train de travailler. Mais oui, oui, surtout parce que oui, ça permettrait à marche manœuvre. C'est ça normalement ce qui est visible. C'est à construire quelque chose à partir de tout ce qu'on connaît déjà. C'est ça l'objectif dans la recherche, pour créer quelque chose qui est pratique pour les enseignants. Ce que je vois normalement, c'est lors des colloques ou des congrès ou des conférences qui ressemblent pas seulement des, des- des chercheurs, mais euh, où il y a aussi des participants, des enseignantes, des praticiens de l'éducation. On se fait poser souvent la question de mais comment les intégrer, mais quels sont les modèles qui existent. Donc moi, je vois qu'il y a Mhm. comme un intérêt, mais est-ce que ça pourrait être vraiment selon une formation?
sur comment les utiliser ou est-ce qu'il y a vraiment des conseils à donner, un modèle au complet? Moi, ce que je vois, c'est beaucoup plus cet intérêt et juste un besoin un besoin d'avoir quelque chose de concret, de pratique qui permettrait aux enseignants, mais aussi aux conseillers pédagogiques, etc., de, de s'initier peut-être à l'intégration du numérique plus facilement. Mhm. Oui, en tout cas, je pense qu'il y a des pistes ici. Ouais. J'ai essayé de rétablir les micros de mon côté de M. Langlois et celui de Sophie. Je ne sais pas si vous pouvez l'activer de votre côté. Peut-être que ça fonctionne si jamais vous voulez intervenir. Je me pose encore une question Mhm. maintenant. C'est plus opérationnel. Ça Oui. va être testé dans quel contexte pour arriver à proposer éventuellement un modèle d'intégration? Bon, oui, ça dépend. Parce que la majorité des observations qu'on a fait, on a fait quelques-uns à Québec. Dans les projets co-créatifs, on a eu l'occasion de travailler avec quelques écoles privées à Lévis. Moi, dans le cadre de mes stages à l'international, c'était notamment au Mexique, j'ai eu aussi l'occasion de travailler avec ça. Mais c'est encore à des que, ça dépend toujours des projets, des financements des projets, et cetera. Mhm. Mais mais idéalement, ça devrait se passer peut-être à Québec ou encore à Et, voir, ouais. et à quel niveau? Ah oui, là, c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que ça change beaucoup. On l'a testé au niveau universitaire au Mexique pour l'instant. Ici, c'était école secondaire. Et on pourrait idéalement tester le modèle un peu dans différents niveaux pour voir s'il y a des similitudes, différences. Mais c'est vrai que peut-être le plus facile, ça va être primaire, secondaire au Québec pour l'instant. Pour Mais l'instant. tout dépend de subventions dans le monde de la recherche. Excellent. Est-ce qu'il y aurait des questions à l'extérieur? Oui. Allô? C'est bon, Alors, on vous entend bien. OK, c'est Alain Langlois. J'ai aucune idée pourquoi le micro ne fonctionnait pas tantôt, mais on utilisait le clavardage, Alain, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le regarder. Et Oui, comme tout j'ai à fait. souligné, c'était ce qui avait été donné par Mme Patineau, c'était quand même clair, net et précis. Je trouve ça très intéressant. Et comme j'ai souligné, je serais intéressé peut-être de faire circuler le tout pour les gens qui n'étaient pas là, parce que je crois qu'il en manquait quelque chose par les différents contacts membres et non membres qu'on a au sein du réseau. Moi, j'ai bien apprécié, en tout cas. C'était très bien. C'était une belle présentation qui couvrait beaucoup d'aperçus des différents modèles, comme c'était souligné par les autres personnes aussi dans le lavardage. Un gros merci à Zenette. merci. Bien, on a bien hâte de voir la suite de ces travaux-là et éventuellement, bien, on pourrait voir là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour diffuser toutes ces informations-là qui sont, à mon avis, assez pertinentes, puis aussi qui est en lien avec les enjeux qu'on connaît là, par rapport à l'utilisation des jeux numériques dans un contexte éducatif, et ça, pardon, pas autant au primaire, mais évidemment à tous les niveaux d'enseignement. OK, oui, oui. Eh bien, merci beaucoup et merci aussi aux participants. Merci. Un gros merci. Bon après-midi. Merci. Bon après-midi, au revoir. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup.